Je vous souhaite la bienvenue. Ce webinaire se veut interactif. N'hésitez pas à intervenir lorsque bon vous semble. J'ai dit tout à l'heure en préambule, mais c'est vraiment important. Vous avez la chance d'avoir en face de vous des experts ce matin, donc saisissez cette opportunité pour leur poser vos questions et rebondir sur les propos de nos intervenants. Ce webinaire aéronautique et spatial, on le fait en partenariat. BCI le fait en partenariat Désolée, avec. depuis ce matin. Alors, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, si vous ne prenez pas la parole pour éviter voilà, les petits désagréments en cours de route. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, ce webinaire que nous organisons BCI ce matin pour vous, entreprise des filières aéronautiques et spatiales, on le fait en partenariat avec Bretagne Aerospace. On accueille avec nous ce matin Sandrine qui représente le cluster. Merci Sandrine pour ta contribution et pour être avec nous ce matin. Nos intervenants, ils sont nombreux. Merci à toutes et à tous aussi pour votre concours. Notre partenaire privilégié, c'est les bureaux Business France des Émirats et d'Arabie Saoudite. Je souhaite la bienvenue à Morand et à Alexandre qui ont travaillé sur cette présentation de ce matin. Merci beaucoup à tous les deux. On va aussi accueillir Philippe Thirion, qui est le Managing Director de Terracotta, qui va nous faire un petit topo sur le How to do good business avec les Émirats et l'Arabie Saoudite. Donc là, on va parler culture business. Et puis enfin, on laissera la parole à Donato. Bonjour Donato. Merci aussi pour votre concours, Donato. Donc, pour un point spécifique en tant qu'expert sur ces deux filières. Donc, ce matin, on va parler donc, avec le CEO de Terracotta, pardon, je cherche mes mots ce matin, de la pratique des affaires aux Émirats arabes unis. Après, on va faire un point évidemment sur le marché de l'aéronautique et du spatial aux Émirats et en Arabie Saoudite. On fera ce retour d'expérience avec Donato, qui est conseiller pour les affaires spatiales et représentant du CNES au Moyen-Orient. Le webinaire va durer 1 heure. Je vais me faire encore une fois gardienne du temps pour ne pas qu'on dépasse l'horaire. Donc, je me dépêche de passer sur la présentation de BCI. Vous nous connaissez toutes et tous pour la plupart. On est une asso loi 1901 financée par la région Bretagne et la Chambre de commerce régionale. Vous avez à votre service sur tout le territoire breton des conseillers internationaux techniques et réglementaires qui sont à votre disposition. Vous avez leurs coordonnées dans la présentation que vous pourrez retrouver sur BCI Info plus tard. Et puis, vous avez votre chargé d'affaires. Donc là, en l'occurrence, pour ces filières-là, c'est Nicolas Plantis, chargé d'affaires BCI, qui est à votre écoute pour vous aider dans votre accompagnement dans votre développement export. Enfin, export à l'international. Export, c'est trop réducteur, pardonnez-moi. Je souhaite m'attarder sur cette diapo qui vous parle de Suppliers from Bretagne. On a mis en place cet outil il y a 2 ans. C'est une e-vitrine réservée aux adhérents de BCI. Vous savez que pour faire appel à nos services, vous n'êtes pas obligé d'être adhérent à l'association. Cependant, lorsque vous êtes adhérent, vous avez un accès privilégié à beaucoup de services, à des ressources sur BCI Info, des études de marché, de la veille technique réglementaire, etc. Vous avez accès privilégié et restreint à des tables rondes, à certaines réunions d'information, et vous avez accès pour vous mettre en valeur, pour vous mettre en vitrine, vous avez accès à Suppliers from Bretagne. La cible de cette e-vitrine, ce sont les acheteurs étrangers, les décideurs étrangers, les investisseurs étrangers. Il y a plus de 400 adhérents aujourd'hui qui sont référencés sur cette e-vitrine. Si vous ne connaissez pas l'outil, je vous invite vraiment, vraiment à aller voir comment ça se présente et à revenir vers moi si vous souhaitez vous y inscrire. Et si vous n'êtes pas encore adhérent à BCI, eh bien c'est le moment de le devenir pour bénéficier, entre autres, de ce service. Deuxième petit focus avant de laisser la parole à nos intervenants, Open de l'international. On va fêter cette année la 12e édition. Elle se passera à Rennes le lundi 1er juillet au couvent des Jacobins. On a l'habitude de dire que l'Open de l'international, c'est l'occasion pour vous, entreprise bretonne, de faire le tour du monde en une journée. Ben, c'est vrai. Vous pouvez à cette occasion rencontrer nos prestataires agréés à l'étranger, comme les 2 bureaux Business France qui sont avec nous ce matin. Ils font le déplacement de l'étranger pour venir à votre rencontre en Bretagne
au minimum une fois par an à l'occasion de cet Open de l'international. Donc, saisissez cette chance. Cette journée, c'est l'occasion pour vous de vous inscrire à des ateliers, à des tables rondes, à des retours d'expérience. Vous pouvez aussi vous solliciter des B2B avec d'autres entreprises bretonnes, avec des organismes régionaux qui vous aident dans votre développement international et aussi donc avec nos prestataires agréés à l'étranger. Il y a un village partenaire, une sorte de mini-salon aussi sur lequel vous pouvez récolter toutes les informations nécessaires pour tous ces organismes qui vous accompagnent à l'international. Donc, notez dans vos agendas lundi 1er juillet au couvent des Jacobins à Rennes. Les inscriptions sont ouvertes. Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires. Donc, vous avez le lien sur cette diapo et vous retrouverez la présentation intégrale de ce webinaire sur BCI Info. Je vous enverrai un petit mail lorsque ce sera en ligne. J'ai fini pour ma part, j'ai grignoté un petit peu plus que prévu. Pardonnez-moi. Je laisse la parole à Sandrine qui va faire une petite présentation de Bretagne Aérospace pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce cluster. Vous pouvez en devenir membre si ce n'est pas déjà le cas. Mais Sandrine va en parler beaucoup mieux que moi. Tu veux que j'active ton micro, Sandrine, ou tu peux le... Hop, autoriser le micro. C'est à toi de le déverrouiller, Sandrine, parce que là, j'ai plus la main. Dans ces cas-là, je vous propose le temps que Sandrine règle son problème de micro. Soit on passe, soit je m'exprime en ton nom, Sandrine, si tu veux. C'est un peu dommage, mais... Donc, Bretagne Aérospace, c'est une association d'industriels bretons. Il y a aujourd'hui 59 adhérents. Le rôle de l'association, comme c'est précisé ici, c'est de promouvoir vraiment la dynamique de l'écosystème breton en aéronautique et en spatial. Donc, l'association met en place plein d'actions. Alors, fédérer les acteurs, évidemment, de la filière bretonne, mais aussi fédérer ces entreprises adhérentes auprès des autres fédérations et associations professionnelles comme l'IUMM, le GIFAS, etc. Pour remplir pleinement son rôle, la Bretagne Aérospace organise des colloques, des manifestations, organise la participation de ces entreprises adhérentes sur de nombreux salons professionnels donc du secteur, notamment le salon du Bourget, par exemple, dont BCI est aussi, sur lequel BCI est aussi présent pour regrouper les entreprises bretonnes au sein d'un pavillon collectif. On est sur cet événement partenaire aussi de Bretagne Aérospace. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Sandrine si vous voulez des informations sur le cluster, les actions que mène le cluster et comment y adhérer si vous n'êtes pas encore adhérent de l'association. Je vous laisserai lire les différentes diapos qui vous montrent les axes d'innovation, les différents projets sur lesquels travaille le cluster. Il y a notamment un projet Drone Act avec Thales. Je crois que c'était quelque chose d'important, Sandrine, sur lequel tu voulais mettre le doigt. Voilà. Encore une fois, Sandrine s'exprimera mieux que moi pour vous parler du cluster. Je vous donnerai ses coordonnées, je rajouterai ses coordonnées à la fin du PowerPoint. Merci. Ah bah ça y est, ça marche, on t'entend, Oui. super. Oui, en fait, il fallait désactiver ailleurs. Veuillez m'excuser, hein, je suis, alors merci beaucoup, hein, Karen, pour cette présentation. Moi, je suis arrivée il y a une dizaine de jours, en fait, à l'animation de Bretagne Aérospace, donc je suis encore un peu novice, mais toujours est-il qu'effectivement, on a des implications importantes, notamment sur le pôle de formation, de Morlaix. C'est un gros projet, qui souhaite, proposer des formations dans le secteur aéronautique et aérospatial, sur le terrain, de l'aérodrome de Morlaix. Voilà, donc ça, c'est un projet dans lequel on est très impliqué. On sera présent au 1er juillet, bien évidemment, au village, hein. On aura un stand, donc un pod, donc n'hésitez pas à venir vers nous et moi, je suis disponible pour toute information. Voilà, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter. Merci à vous. Merci beaucoup, Sandrine. Je rajouterai tes coordonnées à la fin de la présentation. On va céder la parole
à Philippe. Philippe, bonjour et bienvenue. Je ne me rappelle pas vous avoir salué en début de webinaire. Je vous laisse la parole pour le point sur la culture business et le how to do good business avec les Émirats et l'Arabie Saoudite. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour à tous. Merci donc de donner l'opportunité de parler des Émirats où nous sommes basés et où nous travaillons sur les Émirats et un peu sur la région. L'approche culturelle, interculturelle et comment travaille-t-on aux Émirats, je dirais que ça commence par comprendre l'environnement des Émirats. C'est particulier, il y a beaucoup de choses intéressantes, il s'y passe beaucoup de choses. Cette compréhension de l'environnement va déterminer la manière dont vous allez pouvoir progresser dans votre démarche de faire vos activités, du business, donc dans la région et aux Émirats. La slide suivante, s'il vous plaît. Un critère important qui est qu'est-ce que c'est que la population aux Émirats? Qu'est-ce que c'est que les Émirats? C'est 10 millions d'habitants, mais 10 millions d'habitants qui sont composés par 90% d'expatriés. D'expatriés, ça veut dire de non-émiriens, non-émiratis. Ça veut dire que le pays tourne et avance avec des gens qui sont tous de cultures différentes et qui viennent de l'extérieur des Émirats. Donc cette population d'expatriés, on la retrouve et on le voit dans le split entre hommes et femmes. Eh bien, comme ce sont des gens qui sont des expatriés, les expatriés sont là pour travailler. Donc, s'ils sont là pour travailler, il y a beaucoup de travailleurs et ça va représenter une masse importante de personnes. Donc, majoritairement, le pays est composé d'hommes. Donc, ça, c'était quelque chose d'important. Vous allez retrouver des femmes, mais plutôt donc, dans la partie émirienne, où il y a une égalité, il y a une prétention à vouloir égalité homme-femme chez les Émiriens. Mais majoritairement, vous avez à comprendre que les Émiriens sont chez eux, c'est une population, 1 million, mais que la population avec laquelle vous allez travailler, vous allez rencontrer, que vous allez contacter, avec laquelle vous allez chercher à développer vos activités, seront des expatriés de toutes les cultures, de toutes les nationalités, mais peu et très peu émiriennes. Les Émirats, la population se répartit et ça va être le pôle d'activité, c'est Dubaï. Donc majoritairement, une grande partie de la population est basée à Dubaï. On n'oublie pas que la capitale, c'est Abu Dhabi. Donc Abu Dhabi, c'est là où vous aurez plutôt les choses régaliennes. Donc c'est important à bien comprendre. Et puis la population se répartit sur Sharjah, Sharjah étant la cité ou l'émirat dortoir de Dubaï. Donc, et après, quelques petites représentations dans ce qu'on appelle les Émirats du Nord. Mais globalement, les Émirats, leur activité, c'est Abu Dhabi, Dubaï, Dubaï, Abu Dhabi, et avec une position très, très, très nette entre ce qu'est Dubaï qui est tourné vers l'extérieur, et ce qu'est Abu Dhabi qui est la capitale et la partie gouvernementale. On a parlé de culture, les expats, la population, eh bien majoritairement, ça sera Inde, Pakistan, ça sera Philippines et ça sera pays arabophones. Et puis après, il y a une myriade de toutes les nationalités. Il y a énormément de nationalités représentées ici, mais donc chacun vient avec sa culture, avec son expérience, avec ses connaissances. Et donc vous allez être confronté à des gens qui viennent de vos concurrents, qui ont des services similaires ou qui prétendent avoir des choses similaires, mais qui vont venir avec des cultures particulières de chacun de leur pays et qui vont être confrontés à y rencontrer des gens de ces différentes nationalités qui sont de la même nationalité qu'eux, de la même culture qu'eux. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Le multiculturalisme, vous n'allez pas changer la culture des gens, mais vous allez devoir comprendre comment ils réagissent. Les gens qui sont, la population est répartie majoritairement les 25, 50 et quelques années parce que ce sont des gens qui travaillent. On ne reste pas aux Émirats quand on est un expatrié pour des différentes raisons, même si aujourd'hui la tendance est à des nouvelles applications comme le Golden Visa qui permet de rester. Mais les Émirats, on est là pour travailler, ça coûte cher proportionnellement par rapport à son pays d'origine. Donc on est majoritairement des gens ici pour pouvoir travailler. Slide suivante, s'il vous plaît.
Alors, la culture des affaires, j'insiste sur ce respect de la culture. Le respect de la culture émirienne est particulière. La culture émirienne, oui, mais pas que la culture émirienne. La culture de tous les intervenants avec lesquels vous allez être confronté, devoir communiquer et travailler. La compréhension d'une société très hiérarchisée. Pourquoi? Parce qu'il y aura forcément un Émirati quelque part qui va prendre une décision, mais il ne prendra la décision que lorsque toute la chaîne de décision aura été consultée, aura été passée. Donc, le service achat, le service financier, le service HR, le service technique, et vous allez retrouver des cultures ou des nationalités par ce type de service. Donc, il est important de bien comprendre toutes ces différentes étapes et pour chaque étape, comprendre aussi si par exemple vous avez des concurrents de nationalité qui sont des gens qui vont, le service achat étant majoritairement de tel ou tel type de nationalité, attention, vos concurrents de cette même nationalité seront favorisés. Je ne dis pas qu'il y a quelle que soit un peu problématique à ce que ce soit la même nationalité, mais culturellement, il est important pour vous de bien comprendre quels vont être, quand vous dites quelque chose, quand vous parler de quelque chose, qu'est-ce que la personne d'en face comprend, ce qu'elle entend et qu'est-ce qu'elle comprend réellement. Le réseautage et les relations personnelles, c'est très très important. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a beaucoup de choses informelles. Vous allez rencontrer des gens qui connaissent et qui sont au courant d'eux, qui vont vous présenter d'autres personnes, qui vont. C'est valable d'une manière internationale, mais c'est encore plus valable ici aux Émirats parce que chacun essaye d'avancer son projet, est au courant de quelque chose. Donc vous avez beaucoup de relations de meetings informels que vous allez devoir prendre du temps pour le faire. Aller rencontrer des gens, même si vous avez l'impression que potentiellement ils n'ont pas forcément une action sur votre projet, mais ils sauront vous parler de qui est déjà sur ce projet, pourquoi la dernière fois ça s'est pas passé comme ça, pourquoi, et puis donc vous allez avoir beaucoup de meetings, de relations qui vont être générés par ce réseautage et ces relations personnelles qui vont aboutir à des choses que vous n'auriez pas d'emblée valorisées en disant, bon, bah voilà, non, c'est un meeting, je viens, je pose mes 2 questions, j'ai mes réponses et je m'en vais. Non, vous allez devoir boire du café ou du thé pour avoir cette compréhension locale. C'est très, très, très important ici. Et c'est valorisé par les gens de toute cette chaîne de décision. L'utilisation du WhatsApp est très très importante ici. Tout le monde a au minimum un téléphone portable, si ce n'est plus, et puis on valide ses rendez-vous jusqu'à la dernière minute avec les WhatsApp. On prend des rendez-vous, on contacte, on informe, on envoie des informations. Le WhatsApp, ça n'empêche pas de travailler par mail, bien sûr, ça n'empêche pas le face-to-face. Mais il est très, très, très important de garder ce contact. Sinon, vous allez arriver, on vous dira, bah, votre interlocuteur qui devait avoir rendez-vous, il est parti, ou il est pas là, ou il est. Donc, vous êtes en permanence en live, en direct avec les informations sur le WhatsApp. Petite anecdote, la tenue vestimentaire doit être appropriée. Pourquoi? Parce que même dans certains bureaux du gouvernement, on ne peut pas rentrer en jean. C'est important. La cravate n'est pas indispensable pour les hommes, non, mais les dames doivent avoir une jupe au-dessus du genou. Donc oui, on voit, et vous avez tous vu sur Dubaï, euh, les, les influenceurs. Oui, vous avez toute une population. Quand vous êtes dans le milieu des affaires, votre tenue vestimentaire, certains bureaux du gouvernement, les dames doivent avoir des collants et donc une jupe en dessous du genou. Les hommes ne peuvent pas porter de jean, mais doivent potentiellement avoir une veste, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Quels seront vos interlocuteurs gouvernementaux, privés, et quelle est la relation que vous devez avoir avec eux. Donc ça c'est très, très important. Je rappellerai qu'il y a toujours besoin, plus dans cet environnement, pour les Émirats, on parle, suivant vos activités, d'ICV, qui est la valeur, la part locale qui est développée aux Émirats, l'ICTVAT qui est en Saoudi, l'émiratisation pour les Émirats, la saoudisation pour la Saoudie,
Et puis en plus, que dans vos activités, suivant les acteurs avec lesquels vous allez traiter, vous allez devoir avoir certains enregistrements, certaines préqualifications, certaines, je vais dire, numéros d'enregistrement avant même de pouvoir faire certaines activités. Donc, validez tout ça parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un, si par, j'allais dire, chance ou malchance, c'est un Émiratique qui est intéressé par votre produit, votre projet, vous allez avoir l'impression que bah, oui, c'est intéressant, et c'est ce qui est le cas, mais ce n'est pas pour ça que ça va pouvoir aboutir, à moins que vous n'ayez bien répondu et coché toutes ces cases de toute cette compréhension de cette hiérarchie dans le business. En résumé, deux mots, et le premier, c'est la patience, parce que tout ne va pas se passer dans les temps que vous souhaitez. Les choses vont prendre potentiellement plus de temps, certaines choses vont s'activer et se faire rapidement, et puis d'un seul coup s'arrêter. Mais s'arrêter, ça ne veut pas dire que ça ne reprendra pas, ça veut pas dire. Donc le temps n'a pas la même valeur ici que ailleurs dans le monde. Donc tout ça, ça mène à la qualité que vous avez sûrement déjà développée si vous faites de l'export, ou même autrement, la résilience, parce que à tout moment, il faut savoir se réadapter et se réinventer. Donc voilà, c'était en quelques mots les affaires culturelles. Si vous avez besoin, donc je pense, Karen, vous pourrez laisser mes coordonnées si des personnes ont des questions particulières et que l'on veuille traiter. On a un email, donc on s'occupe principalement de tout ce qui est la légalisation pour les gens qui ont besoin de venir travailler, qui cherchent à se développer, que ce soit par du portage du setup de société ou d'enregistrement de société. Donc voilà un petit peu les choses que vous devez prendre en compte quand vous allez vouloir donc comprendre quelle va être l'étape d'après pour vous aux Émirats ou en Saoudi. Bon courage et Merci bonne beaucoup, chance. Philippe. Merci À beaucoup. très vite. On va passer au point suivant. Si vous voulez bien, je vois l'heure qui défile. Je vais laisser la parole à Mohand pour cette première partie donc sur les Émirats arabes unis. Mohand, à toi la parole. Merci beaucoup Karen et merci Philippe pour ces éclaircissements. Alors je vais essayer de pas trop monopoliser, ou en tout cas pas monopoliser la parole trop longtemps. Slide suivante s'il te plaît Karen. Alors je vais commencer par rappeler que malgré une superficie qui est relativement faible, puisque les Émirats s'étendent sur 77 000 m², sur 7 Émirats différents, donc la taille à peu près de la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, et une population qui est relativement faible également par rapport aux pays voisins, comme l'Arabie Saoudite avec ses 40 millions d'habitants, ou encore, si on prend la région plus globalement, l'Égypte et ses plus de 110 millions d'habitants. Les Émirats connaissent une forte augmentation de leur croissance économique. On atteste les 7,6% de croissance en 2022. Et je finirai aussi par rappeler l'état des relations bilatérales entre la France et les Émirats. Ces relations bilatérales sont très bonnes. On atteste les 2,2 milliards d'euros d'importation de produits aéronautiques et de défense en provenance de la France. Alors ces importations représentent le premier centre d'importation de produits français sur la balance commerciale émirati. Slide suivante s'il te plaît Karen. Alors pour entrer dans le vif du sujet sur le marché de l'aéronautique aux Émirats, on peut commencer par donner une statistique qui est quand même assez parlante. Alors 75 de la population mondiale se trouve à moins de 6 heures de vol des Émirats arabes unis. Et ça, le gouvernement l'a bien compris, les entreprises également présentes ici sur le territoire l'ont bien compris, et ont développé un axe stratégique sur ce secteur. Aujourd'hui, les Émirats sont un réel hub aérien mondial. Ils ont accueilli l'année dernière près de 32 millions de passagers sur leurs différents aéroports. Et ce secteur, il est porté par deux compagnies principalement, qui sont Emirates et Etihad Airways. Ces deux compagnies qui ont également développé des compagnies plus low cost, mais qui couvrent également une grosse partie du marché, que sont Fly Dubai et Air Arabia, qui décollent à la fois d'Abu Dhabi et ici des Émirats. Donc aux Émirats, on a 7 aéroports internationaux. Et en ce moment, on développe également l'aéroport d'Al Maktoum, qui a été renommé DWC pour Dubai World Central, qui ambitionne à devenir le plus grand aéroport du monde d'ici 2050, avec une capacité estimée à 255 millions de passagers et 15 millions de tonnes de fret par an.
Donc c'est juste immense. En 2023, ce marché, il est estimé le marché de l'aéronautique, plus globalement, il est estimé à 47 milliards de dollars, ce qui représente à peu près 15 du PIB, ce qui en fait le 2e secteur, le 2e plus grand secteur en part de PIB, dans la balance commerciale émirati, après, le secteur de l'oil and gas. À l'échelle de la région, le marché émirati joue également un rôle prépondérant, puisqu'il représente à lui seul environ 25 du marché régional et il emploie près de 800 000 personnes. Voilà, pour terminer, cette présentation très rapide du secteur, parlons de la flotte, également. Donc la flotte, aérienne des Émirats arabes unis est la 3e plus grande flotte du monde, avec à peu près 500 avions commerciaux répartis entre Emirates, Etihad Airways qui en la plus grosse partie, mais également Air Arabia et Fly Dubai, qui ont également beaucoup d'avions commerciaux et cette flotte, elle devrait augmenter, puisque lors du précédent Dubai Air Show, qui a eu lieu, il y a quelques mois, Emirates a annoncé une commande de 90 Boeing 777 et Etihad a annoncé, une commande de 5 Airbus A330. Voilà, pour terminer, je pourrais aussi dire que le pays, est l'hôte, d'un des plus grands salons aéronautiques mondiaux, qui est le Dubai Air Show, dont je parlais un peu plus tôt et qui vise, réellement à concurrencer, le salon du Bourget, ainsi que le plus grand salon, de la maintenance, aéronautique, au Moyen-Orient et un des plus grands salons du monde, actuellement, qui est le MRO, le MRO Middle East, sur lequel, Business France, nous avons, le seul pavillon national, chaque année sur ce salon. Alors Karen, je te propose, d'aller, à la slide suivante. Est-ce que tu peux juste redonner, s'il te plaît, Mourad, l'objectif de l'aéroport Al Maktoum d'être le plus grand aéroport du monde, pardon, c'est d'ici à quelle année? J'ai pas noté, excuse-moi. C'est d'ici à 2050, pour la petite anecdote, on est parti le visiter avec, madame la consul générale il y a quelques semaines. Et ils veulent vraiment en faire le centre névralgique de l'aéronautique du secteur. Donc ça va pas être juste un aéroport, mais ils vont également positionner toute la chaîne, de valeur, donc les réparateurs, le fret, les logisticiens, le connecter avec le port de Jebel Ali qui est le plus grand port en eau profonde, de la région et il me semble que c'est même le plus grand port artificiel du monde. Donc voilà, vraiment en faire un centre névralgique de la filiale aéronautique ici aux Émirats. Donc là, il y a des opportunités pour nos entreprises bretonnes de s'intégrer dans la chaîne de valeur, justement, et puis de se Énormément. regrouper. Tout va être fait par appel d'offres, je présume. Énormément, en effet, il y a pas mal d'appels d'offres en ce moment qui sont lancés et on a déjà pas mal d'acteurs français ici, qui s'y intéressent de près ou qui sont déjà positionnés. Je pense à Air France Industries KLM, je pense aussi à Manitou, à Safran. Enfin, il y a vraiment de beaux noms, on les verra dans les slides, un peu plus loin. Mais ça va devenir, en tout cas, il l'ambitionne et c'est déjà bien parti, devenir le point névralgique de la filiale ici, au Moyen-Orient et je pense que ça va devenir un point névralgique aussi, à l'échelle mondiale. Voilà, donc là, sur la partie des grands acteurs, les principaux acteurs mondiaux du secteur, qu'il s'agisse des constructeurs aéronautiques, des fournisseurs de pièces et d'équipements, des compagnies aériennes ou des centres de MRO sont tous présents, comme vous pouvez le voir sur cette slide. Je finirai par rappeler que du côté des Français, on peut en citer quelques-uns sur la partie MRO, qui sont présents localement. Alors je pense, à Air France Industries KLM dont je parlais un peu plus tôt. Je pense aussi à, Air France qui a signé un contrat très récemment avec Emirates également. Safran, qui est aussi présent ici en local, qui a lui aussi signé un contrat d'à peu près 900 millions d'euros, lors du précédent Dubai Air Show avec Emirates. Thales, donc ça c'est pour les grands noms. On a aussi Daher et UDS qui a su tirer son épingle du jeu ici aux Émirats, avec l'ouverture de son 3e centre de maintenance, sur le nouvel aéroport de Dubai World Central, d'ailleurs. Voilà, je peux dire que ce positionnement, il est dû, à la stratégie du gouvernement des Émirats, visant à faire du pays un hub mondial de l'aviation, en offrant, à la fois un environnement d'affaires favorable, une fiscalité qui, vous n'êtes pas sans le savoir, est quand même assez attractive ici aux Émirats et des investissements massifs, dans le secteur. Slide suivante, s'il te plaît.
Donc faisons un petit focus sur la maintenance aéronautique, pour prendre la dimension du marché de la maintenance ici aux Émirats, il est une fois de plus utile d'analyser la perspective à l'échelle régionale. Donc le marché de la MRO au Moyen-Orient, il devrait représenter plus de 11,5 de la demande mondiale entre 2024 et 2033 et dépasser la Chine, d'ici 2030. Donc c'est là aussi, il va y avoir pas mal, d'opportunités pour les entreprises françaises et les entreprises bretonnes. À eux seuls, les transporteurs basés aux Émirats arabes unis représentent 45 à ce jour de la demande de MRO dans la région. Ce marché, il est donc en forte croissance. En 2023, il est estimé à 6 milliards de dollars et les prévisions le donnent à 10 milliards de dollars d'ici 2030 et cette croissance, elle est portée par plusieurs facteurs. Le 1er, c'est la croissance du trafic aérien, puisque les compagnies aériennes aux Émirats, heu, voilà, par exemple, Emirates, qui est la deuxième plus grande compagnie aérienne du monde en termes de passagers, continue d'investir dans de nouvelles flottes, continue d'ouvrir de nouvelles lignes commerciales et ça va accélérer avec le nouvel aéroport. Il est aussi dû à l'expansion des flottes d'avions qui demandent de nouvelles techniques, au niveau de la maintenance, des avions de nouvelle génération qui sont plus complexes et nécessitent de la maintenance avec un axe beaucoup plus innovant, si je peux le dire ainsi. L'attractivité également des Émirats pour les opérations de MRO puisque le pays bénéficie d'une position stratégique, comme on l'a rappelé un peu plus tôt, d'une infrastructure de classe mondiale aujourd'hui et d'une main-d'œuvre qui est extrêmement qualifiée, et extrêmement, expérimentée, je pense, notamment, aux techniciens, venus des Philippines qui sont, extrêmement présents dans la chaîne de valeur ici aux Émirats. Donc pour les éléments d'actualité, en octobre 2023, la compagnie aérienne, Emirates a annoncé un investissement de plus de 10 milliards de dollars dans sa flotte et ses installations au cours des 5 prochaines années. Heu, Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, la petite photo en bas à droite, c'est le nouveau centre de maintenance de Emirates qui va être basé, une fois de plus à Dubai South. C'est un projet de plus de 8 milliards de dollars, dont 1 milliard de dollars qui ont été débloqués pour la première phase de développement qui est en cours. Ainsi, et en septembre 2023 également, le gouvernement des Émirats a annoncé, la création d'un nouveau fonds de plus de 500 millions de dollars pour soutenir le développement de cette industrie ici aux Émirats. Hem, donc voilà pour les éléments d'actualité. On peut passer à la slide suivante pour un focus opportunité. Donc pour les opportunités que nous on a ciblées, la première elle est bien évidemment liée à la forte demande des services de MRO, liés à la croissance des flottes dont on a parlé un peu plus tôt. Donc ça va entraîner nécessairement de nouveaux besoins, de maintenance, et il y a pas mal de nouvelles technologies ici quand on le vend en poupe, notamment, la maintenance prédictive, sur laquelle travaille énormément Air France Industries KLM. Le développement également, de nouvelles formes d'aviation comme l'aviation électrique et décarbonée, sur lequel le gouvernement ici, investit beaucoup, et d'ailleurs depuis la COP28, ils ont réitéré, leur volonté de développer cette filiale ici aux Émirats. L'expansion également, autour du marché de l'aviation d'affaires. On a souvent tendance à omettre, la partie aviation d'affaires, mais les Émirats sont une fédération qui accueille énormément aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir, d'événements internationaux, donc de grands salons, la COP28 qui est passée récemment et ça les entreprises l'ont bien compris. On a pas mal d'avions d'affaires qui se posent ici, dans les aéroports d'affaires aux Émirats. Il y a une réelle, filiale qui se structure, ici au niveau de la, maintenance des avions d'affaires. Tout ça, ça va entraîner une demande croissance des services de MRO et notamment des services de MRO durables, en lien avec cette volonté toujours du gouvernement, de pousser, cette thématique vers le haut et également l'émergence des startups, comme acteurs clés, du marché de la maintenance. Alors veuillez m'excuser d'avoir cité que des grands noms jusque-là, mais aujourd'hui on a vraiment également une filière pardon de la startup qui se développe beaucoup avec énormément d'incubateurs. Les gouvernements, ont un penchant pour l'innovation ici, dans les pays du Golfe. Et on a pas mal de startups qui développent des technologies innovantes, des fois de rupture, et voilà, les grands acteurs du privé, l'ont également compris, et ils incitent le développement de ces startups, notamment, pour leur capacité à innover rapidement, à implémenter rapidement et leur flexibilité, aussi sur le marché.
On peut passer à la slide suivante. Le focus projet, je le rappelle, le gros projet du nouvel aéroport, le Dubai World Central, qui s'appelle actuellement vous avez 2 noms, Al Maktoum, qui est resté dans les mémoires, mais qui a été renommé très récemment, qui est un projet, qui va représenter un investissement de 8,1 milliards d'euros. Il y a énormément d'entreprises étrangères qui s'y positionnent, énormément d'entreprises françaises qui se positionnent actuellement. L'expansion également de l'aéroport international de Dubaï, puisque et ça restera un aéroport important et cet investissement, hein, il est à hauteur de 7,6 milliards d'euros. L'expansion de l'aéroport d'Abu Dhabi, à hauteur de 6,8 milliards d'euros. Ils viennent de terminer l'expansion de leur nouveau terminal, le terminal 1, mais ils vont continuer cette expansion. Et enfin, l'aéroport de Sharjah, qui représente un projet d'expansion de 400 millions d'euros. Donc voilà pour les projets autour des nouveaux aéroports. Merci beaucoup, Mohan. On va Tu passer peux au point passer à suivant, à moins qu'il y ait des questions sur ce premier point. S'il n'y en a pas, je vous propose de parler maintenant donc du secteur spatial. Alors on aux enchaîne s'il n'y Émirats. a pas de questions. Merci beaucoup, Karen. Alors pour le secteur spatial, commençons par dire que relativement, à certains pays voisins de la région, le secteur spatial ici aux Émirats est déjà relativement développé et structuré. Autour de 2 acteurs historiques que sont le Mohammed bin Rashid Space Center et l'IUA Space Agency, mais je parle sous le contrôle de Donato qui vous donnera des informations un peu plus tard. Pour vous donner quelques éléments historiques, pour vous montrer un peu l'accélération de ce secteur dans le temps. Donc là, c'est l'histoire du spatial, elle a été marquée en 2006 par le développement du premier satellite aux Émirats. Ils commençaient quasiment d'une page blanche et ils ont pu profiter, du transfert de savoir, notamment de la Corée du Sud. Corée du Sud, pays dans lequel, plusieurs ingénieurs émiratis, sont allés se former. Voilà et ça s'est enchaîné depuis. En 2009, on a eu le lancement du DubaiSat-1. En 2013, le DubaiSat-2. Un peu plus tard, une date qui fait quand même histoire, la création de la UE Space Agency et le lancement du programme spatial fédéral, qui a entraîné d'ailleurs juste après, le développement de la OPROB, dans le cadre de la mission Mars, Emirates Mars Mission, la OPROB qui gravite actuellement autour de la planète rouge. En 2018, date qui fait également histoire, le lancement, de Khalifasat, qui gravite aussi actuellement autour de la planète Terre, et dont la data est partiellement accessible, en open source sur internet. En 2019, en 2019, Asa Al Mansouri devient le premier astronaute émirati à aller dans l'espace et sur l'ISS. En 2020, le lancement de la OPROB dont on a parlé, un peu précédemment. En 2022, le lancement du premier Rashid Rover qui devait, allunir sur la Lune. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Non pas que le rover était mal développé, mais l'atterrissage n'a pas pu avoir lieu sur la Lune. En 2023, le Sultan Al Nayadi, devient le premier astronaute émirati à séjourner 6 mois dans l'ISS. Il est actuellement, il est revenu sur terre et il est actuellement ministre de la jeunesse, donc un vrai héros national. Et en 2024, on prévoit le lancement du MBZSat qui va devenir, qu'on a vu, lors de notre visite, dans les laboratoires du Mohammed bin Rashid Space Center et qui va être le premier satellite, entièrement conçu ici, aux Émirats. Slide suivante, s'il te plaît, Karen, merci. Donc le marché, enfin, pour résumer, les Émirats sont une fédération qui a bien su, saisir le tournant du spatial et a saisi l'aspect stratégique de ce secteur. Et c'est un pays qui est vraiment tourné vers le spatial ici. Le marché est concurrentiel certes, avec la présence de plusieurs acteurs américains, qui bénéficient, soit dit en passant, d'une réglementation, assez avantageuse pour eux, assez contraignante pour les acteurs français, mais Donato en dira sûrement quelques mots un peu plus tard. Et plusieurs acteurs également sud-coréens qui bénéficient également, voilà, eux, de cet historique, commun, avec le MBRSC,
sur le développement des premiers satellites. Il y a également une multiplication des initiatives depuis 2006 et des initiatives d'investissement également dans le cadre de la stratégie spatiale 2030, avec la volonté du gouvernement de vraiment développer une réelle filière de production industrielle ici aux Émirats, au travers de ces grands champions que sont EGA. EGA qui est spécialisée dans la fabrication d'aluminium, Emirates Global Aluminium, qui est la seconde entreprise la plus grande du pays après les entreprises de l'oil and gas. Mais je pense également à des acteurs plus connus pour pour le secteur de la défense comme Edge qui est aujourd'hui ici aux Émirats un acteur prépondérant dans le spatial, ou encore Yasat ou Bayanat, qui d'ailleurs ont fusionné sous l'entité Space 42 très récemment. Un pays qui a son chapitre à l'histoire également, puisque c'est le premier pays arabe pardon, à envoyer un satellite en orbite martienne, et le premier pays arabe à envoyer un astronaute dans l'ISS. Donc voilà, ils font l'actualité, ils aiment faire l'actualité, et ça atteste aussi également de cette montée en puissance du secteur ici aux Émirats. Passons à la slide suivante pour un focus projet ici aux Émirats. Donc on en a listé quelques-uns, qui sont les projets un peu porteurs entre la Space Agency et le MBRSC. Je vais commencer par vous parler de la mission Mars 2117, qui est un projet de recherche qui vise à réaliser les connaissances nécessaires et les capacités scientifiques nécessaires pour permettre la vie des premières colonies sur Mars d'ici 100 ans. Le MBZSat, dont on a parlé un peu plus tôt, qui est en cours de production dans les laboratoires du MBRSC et qui devrait décoller d'ici quelques mois, pardon. Le Rashid Rover 2, qui suite au problème d'alunissage, le MBRSC n'a pas baissé les bras et il développe actuellement la seconde version du Rashid Rover 2 pour un alunissage prévu dans les prochains mois. On n'a pas de date précise, mais on nous a dit que c'était prévu dans les prochains mois. L'AEI Astronaut Programme, alors il faut savoir qu'en ce moment, on a 4 Imiriens qui sont en formation à Cap Canaveral pour devenir les prochains spationautes dans les prochaines missions, notamment vers l'ISS. Ils ont dû d'ailleurs terminer leur entraînement il y a quelques semaines. La Mars Mission, au travers essentiellement de la OPROB, dont on a parlé un peu plus tôt. Le Lunar Gateway, qui est l'appel d'offres qui a été émis par la NASA et qui a été remporté par le Mohamed Ben Rachid Space Center, qui vise à construire le nouveau sas de décompression de la nouvelle station orbitale. Donc là, ils font un peu le tour des popotes, si je puis dire, pour chercher des partenaires en capacité de produire ce sas de décompression. On nous a dit qu'ils étaient en contact avec Boeing et Airbus notamment. Les Space Economic Zones qui sont portés par la Space Agency, qui visent également à créer des zones économiques dédiées au spatial, avec toute la chaîne de valeur présente sur place. C'est un peu la grande mode en ce moment ici aux Émirats. On l'a vu avec l'aéroport de Boyer Central, ça se fait également au niveau du spatial. La mission d'exploration de la ceinture d'astéroïdes, qui est également menée par la Space Agency. Il y a pas mal d'actualités en ce moment sur cette mission. Et enfin, le dernier projet porteur, qui est le satellite 813, qui a pour ambition de devenir le premier satellite co-construit par plusieurs pays arabes dans l'Arabie Saoudite. Et ça me permet de faire la transition avec mon très cher estimé collègue Alexandre Despinoz du bureau d'Arabie Saoudite, pour vous présenter le marché aéronautique et spatial en KIC. Merci beaucoup, Mohand. Mohand. Merci à vous. Merci Alexandre, je te laisse la parole. Merci Karen, bonjour à tous. Enchanté, donc Alexandre Despinoz. Donc moi, ça fait 2 ans et demi que je suis basé à Riyad et je travaille sur le volet industrie cleantech et plus particulièrement effectivement sur le volet aéronautique, sécurité et spatial. Donc concrètement, l'Arabie Saoudite, c'est vrai que là concrètement, après cette magnifique présentation du collègue Mohand, ça fait rêver. L'Arabie, on est sur quelque chose de différent, de complètement différent. On est sur une page blanche, un pays vierge quasiment,
qui s'est réveillé en 2016 avec un prince ambitieux, Mohammed Ben Salman, et qui a décidé de lancer cette fameuse vision 2030 qui vise à moderniser le pays en profondeur, à travers une politique de grands travaux, à travers une politique de méga projets. Euh, Par exemple, le méga projet NEOM, c'est 500 milliards de dollars. Donc, on parle vraiment de projets qui sont très importants, colossaux pour ce pays. Et donc concrètement, cette vision 2030 justement touche toutes les verticales de l'économie, donc aussi bien sûr l'industrie que l'agriculture, le tourisme et en ce qui nous concerne, c'est le sujet, d'aujourd'hui, bien sûr, le secteur aéronautique, le secteur spatial et bien sûr le secteur aéroportuaire. Et donc ce qu'il faut retenir sur l'Arabie Saoudite, c'est que, cette vision 2030, hein, qui est cet objectif de faire de l'Arabie Saoudite une puissance clé, de la région, mais surtout une puissance clé, mondiale, et bah, concrètement, l'objectif premier, c'est aussi de devenir une destination touristique, avec cet objectif d'accueillir 100 millions de touristes d'ici 2030 et pour ce faire, eh ben, il faut revoir, toutes les infrastructures et il faut faire de ce pays justement le nouveau hub logistique, de la région. C'est vrai que ça, c'est des ambitions qui sont aussi bien portées par les Émirats, l'Arabie et un certain nombre de pays, donc c'est leur petite, rivalité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'Arabie en termes de projet, on est sur un pays qui est en train de boomer, vraiment. Quelques exemples, hein, donc sur le secteur aéroportuaire, il y a bien sûr ce King Salman Airport Project, qui vise justement à être le plus grand aéroport, de la région, d'ici 2030. L'Arabie Saoudite a d'ailleurs remporté l'exposition universelle, 2030, soutenue bien sûr par la France et donc, qui dit exposition universelle dit touriste, dit tourisme mondial et donc pour ce faire, beh, ils doivent être prêts, à travers ces infrastructures et donc effectivement, il y a un certain nombre de projets, donc j'en parlais, le King Salman Airport, le NEOM International Airport également, le Red Sea, International Airport que vous pouvez voir en haut à droite, hem sur le volet airline également, c'est un pays qui n'est pas en reste, puisque 2 compagnies aériennes sont, en train de naître. La première bien sûr, c'est Riyad Air. On se rappelle tous de ces commandes, qui, ont été attribuées malheureusement à Boeing. Mais concrètement, on est sur une nouvelle compagnie aérienne qui se veut justement, sur les derniers standards, on va dire les plus luxueux, pour justement concurrencer un petit peu ses amis, et voisins, émiriens et qatariens. Et également, bon, on en parlait beaucoup, mais c'est vrai que sur le volet MRO, c'est aussi un vrai sujet avec, on le verra, ce projet de MRO Village, qui est un projet tout à fait, colossal puisqu'on est sur plus d'1 million de mètres carrés de hangars, et de projets. Slide suivante, s'il te plaît, Karen. Donc j'en parlais sur, le volet aéronautique, sur le volet, de la flotte saoudienne. Donc on est vraiment sur un pays qui est en train justement de monter en compétences, de monter en puissance, parce que l'objectif c'est vraiment de devenir un leader, sur ces questions-là. Donc je disais Riyad Air, qui est en train d'émerger avec cette commande de 72, avions à Boeing. Je crois qu'il y a eu d'autres commandes là sur le dernier de Dubai Air Show. On a Neom Airline également. Neom, j'en parlais, qui est ce méga projet et en fait qui a pour objectif de créer une ville futuriste et donc qui va se doter d'un nouvel aéroport et bien sûr d'une nouvelle compagnie aérienne également. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, concrètement, il y a beaucoup de sujets et de business sur ce volet aéronautique et slide suivante s'il te plaît Karine. Et qui concrètement aujourd'hui, avec tous ces enjeux, bah, justement, de flotte saoudienne, qui, sont pour la plupart vieillissantes, qui doivent être renouvelées ou en tout cas entretenues, bah, ouvre également un marché qui est le marché du MRO. Et là, c'est le même sujet, donc une volonté, très forte du royaume, de se faire l'acteur principal du MRO dans la région. On prévoit une croissance de 5 entre 2022 et 2028, avec en 2028 une valeur qui devrait atteindre plus de 550 millions de dollars. Donc on est vraiment sur un marché qui est en forte hausse et donc j'en parlais, marché en forte hausse et qui s'illustre par ce projet qui est le projet MRO Village, qui est mené par la Saudia Technique basée à Jeddah, et donc qui a pour objectif, bah, bien sûr, d'accueillir tous les avions, de la Saudia Airlines, compagnie historique, du royaume, mais également, les avions, du royaume et les avions de la région. Donc c'est un projet qui est tout à fait colossal. Slide suivante s'il te plaît, Karen. Et donc concrètement donc ce projet, MRO, Village,
il est justement avec cette volonté saoudienne de vouloir couvrir un petit peu toute la région. Slide suivant, Karen, s'il te plaît. Et justement, avec ces différents acteurs, donc en fait, on avait Saoudia Technique effectivement, mais on a également, on l'a vu plus haut sur le slide, on a des acteurs tels la SAMI, tel Aramco aujourd'hui, et donc on est vraiment sur un marché qui est en train de grandir. Sur la question du spatial, pareil, autant sur le secteur aéroportuaire, sur le secteur, de l'aviation, il y a un existant, autant sur le secteur du spatial, on est vraiment sur un pays qui est encore, en phase très, très amont. Alors il y a eu des lancements de satellites, 16 entre 2000 et 2019, menés sous la supervision du CACST et le King Abdullah Scientific Authority. Mais concrètement, on est sur un pays quand même qui part de très loin. Alors l'Arabie a justement la vocation et l'envie d'être un grand leader du spatial. Donc ça passe aussi par la signature d'un certain nombre de traités internationaux, notamment avec l'Agence spatiale britannique ou encore avec la NASA il y a quelques années. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que depuis le lancement de la Vision 2030, on a aussi une restructuration, de l'écosystème, spatial saoudien. La Saudi Space Commission, est devenue en 2023, en juin 2023, la Saudi Space Agency. Donc on a un certain nombre de restructurations pour justement préparer cet écosystème. Aujourd'hui, le PIF, qui est, le bras armé, de cette fameuse Vision 2030 et qui a pour objectif de mettre en place tous ces méga projets, est en train de réfléchir et de mettre en place justement, de créer une entité industrielle saoudienne sur la question du spatial. Donc on est vraiment, sur, un pays qui est en train de monter en compétences, de monter en puissance. Beaucoup de choses sont en train de se passer et nous en local, qu'est-ce qu'on entend? On entend que oui, effectivement, comme je le mentionnais, une entité industrielle du spatial va voir le jour très, 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 très prochainement, mais concrètement, les choses se font aujourd'hui. Les discussions se font aujourd'hui. Les boîtes françaises qui sont présentes en Arabie sont déjà en train de se positionner, sur des futurs contrats et en fait, ce que nous disent les Saoudiens, c'est que, le train est en train de démarrer, et c'est que il faut pas le prendre trop tard. Donc concrètement, on est un petit peu sur ces enjeux, donc je parlais de la Saudi Space Agency. On peut également parler du Conseil suprême de l'espace qui a pour objectif de jouer le rôle central, sur le volet réglementaire. Slide suivant, s'il te plaît, Karen. On a également la Communication Space and Technology, qui, justement aussi, est sur ces questions de régulation et qui, gère également, une chose qui est très intéressante, qui est un accélérateur, accélérateur qui vise justement à, attirer de l'expertise, de la technologie étrangère. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment intéressant et concrètement, on est sur, donc j'en parlais, sur, un pays qui monte en compétences et qui en mai 2023 justement a envoyé ses premiers astronautes, dans l'espace, 2 hommes, 2 femmes, 2 femmes. Message très symbolique, aussi, côté saoudien pour dire que l'Arabie, n'est plus l'Arabie d'antan, n'est plus cette Arabie un peu stéréotypée à laquelle on peut penser et qu'on est vraiment sur une Arabie qui est nouvelle, qui est en train de se construire et qui a d'énormes objectifs concernant, tous ces volets, aussi bien le spatial, l'aviation, le MRO. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants avant de céder la parole pour son témoignage à Donato? N'hésitez pas hein, à prendre la parole. Si vous préférez échanger avec nos intervenants et puis le chargé d'affaires BCI plutôt en off, envoyez-moi un petit mail. C'est très facile d'organiser une visio post-webinaire. On sait être très réactif. Et puis, donc, si vous souhaitez, si vous préférez parler en off, recontactez-moi et puis on organisera une visio très rapidement. Oui, François, la parole est à vous. Merci. Excusez-moi, moi je m'intéresse plutôt, entre autres, mais en particulier au secteur des drones. Est-ce que vous avez, y a-t-il déjà des fabricants de drones dans ces pays-là? Comment est-ce que cette filière s'organise? Ouais, alors sur l'Arabie et après je laisserai mon collègue Mohan répondre. Sur l'Arabie, on est encore très, très, embryonnaire. Alors il y a effectivement des contrats, des partenariats qui sont en train de se nouer, que ce soit avec les Chinois, les Turcs également très présents, et autres, compagnies américaines. Mais concrètement, c'est un vrai sujet aujourd'hui, parce que sur tout ce qui concerne, surtout aujourd'hui avec ce qui se passe dans la région, mais tout ce qui concerne la protection des frontières, protection bien sûr des sites sensibles, il y a
un vrai besoin aujourd'hui sur tout ce qui concerne les drones. Et moi, je reçois d'ailleurs souvent des messages de la SAMI, qui est en Arabie Saoudite, l'acteur majeur dans le secteur de la défense, sur des demandes de mise en connexion avec des acteurs français, sur les drones. Bon, je te laisse peut-être, compléter. Merci Alexandre. Au côté, côté Émirats, alors on commence déjà à développer des drones, notamment au travers de Edge, que j'ai cité un peu plus tôt, qui est dans le spatial, mais qui a la majorité de ses activités dans la défense. Edge, et également Strata Manufacturing, qui travaille énormément dans l'aéronautique et le spatial, mais qui, co-construit également des drones avec cette société, Edge. Donc comme l'a rappelé, Alexandre il y a quelques secondes, le climat en ce moment ici, dans la région assez tendu, avec ce qui se passe entre l'Iran et Israël, et c'est un marché qui est assez porteur et qui a de l'avenir, notamment orienté défense, du coup. Merci. On a d'autres questions, Gwenaël? Je vous donne la parole. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour. Merci. Bonjour. Moi, c'est concernant plutôt le secteur du spatial, notamment sur les lanceurs, et je voulais savoir si, parmi les ambitions, que ce soit aux EAU ou en Arabie Saoudite, est-ce qu'ils avaient aussi des projets de se lancer dans comme dans le New Space un peu partout ici, dans le monde, sur la fabrication de lanceurs pour avoir une autonomie, d'accès au spatial? Alors pour la partie Émirats, je laisserai Alexandre, parler de l'Arabie Saoudite et je parle sous le contrôle de Donato qui saura, mieux répondre sûrement à cette question que moi. Aujourd'hui, le MBRSC, effectue, la majorité, si ce n'est, quasi tous ses lancements au travers de SpaceX. Pour la petite anecdote, ils ont une fusée SpaceX, à taille réelle, qui est à l'entrée de leur headquarter ici à Dubaï. Donc pas réellement de lancement ici depuis les Émirats. Et il y a un côté aussi réglementaire qui est assez restreignant, puisque vous n'êtes pas sans savoir, mais les Émirats n'ont pas signé les traités de non-prolifération et certains autres traités qui limitent un peu, nos capacités, nous, à accompagner des entreprises françaises, au niveau des lanceurs ici, puisque les technologies qui sont utilisées sur les lanceurs, peuvent être récupérées et utilisées sur des lanceurs de missiles. Mais je laisse Donato, compléter ma réponse. Oui, bonjour, tout à fait. C'est surtout que c'est tout à fait vrai ce que Mohan dit, mais c'est aussi que quand on en discute de lanceurs, puisqu'on a eu des discussions sur ce sujet, d'une part, il y a une situation géographique qui est un peu compliquée. Quand vous lancez, il faut aussi que vous fassiez attention au pays que vous allez survoler. Donc, la région est quand même assez compliquée. Une. Deux, quand vous parlez au directeur général du Mohamed Birash Space Center, il dit, moi, les lanceurs, c'est une utility. Je ne vais pas, si je veux développer des lanceurs, et ça lui a été proposé à plusieurs reprises, hein, je dois embaucher 200, 300, 400 personnes. En plus, en ayant la difficulté de trouver un site qui me permettrait de lancer sans trop d'inconvénients vis-à-vis des voisins. Ça, c'est Dubaï. Abu Dhabi, les seuls intérêts que moi j'ai vus, c'est des intérêts en termes d'investissement, c'est-à-dire pour avoir un retour industriel, un retour financier. Donc, pas de développement en propre du système de lancement, à ma connaissance, jusque-là. Si je peux aussi mentionner l'Arabie Saoudite, dans une ancienne version de la stratégie spatiale, mais qui est probablement très obsolète, il y avait l'intention d'envisager un système de lancement saoudien, avec une base de lancement d'abord en hébergeant un lanceur venant de l'étranger, pour ensuite développer un lanceur indigène. Je ne sais pas si cela reste à l'actualité, je n'en ai plus entendu parler depuis 2 ans. Peut-être qu'Alexandre en sait quelque chose.
Non, merci Donato. Non, mais en fait, effectivement, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est qu'en fait, là, le PIF et Donato, tu confirmeras, le PIF est en train d'établir la stratégie spatiale qui n'a toujours pas été dévoilée. Et donc, en fait, concrètement, on peut s'attendre effectivement, comme tu le disais Donato, que, dans les prochains mois, quand le PIF aura dévoilé, cette stratégie, bah, que soit mentionné ou pas, du coup, cette volonté ou non d'intégrer des lanceurs. Il faut savoir, et ça c'est quand même de l'information qui est publique, que les Américains ont dévoilé le fait que l'Arabie Saoudite produit des missiles balistiques avec la Chine en Arabie Saoudite. Donc les Saoudiens n'auront vraiment pas froid aux yeux par rapport aux relations de voisinage avec les pays, en sachant que l'Arabie Saoudite n'a pas signé les accords dont parlait les traités internationaux de non-prolifération dont parlait Mohand. Donc entre les deux, je pense que s'il y a une chance pour qu'il y ait un système de lancement ou des systèmes de lancement développés, ce sera plutôt l'Arabie Saoudite que Émirats. Merci beaucoup à tous. On a une autre question de Mathilde avant de laisser la parole à Donato. On va dépasser un petit peu le timing, désolé, mais il est important de répondre aux questions qui sont intéressantes et puis qui peuvent être utiles évidemment à tous les participants. Mathilde, je vous laisse poser votre question. Oui, merci. Déjà, bonjour à tous. Donc, moi, je m'intéresse surtout aux côtés des compagnies aériennes en Arabie Saoudite. Donc, j'ai eu connaissance effectivement de Neom Airlines qui va arriver prochainement. Mais donc, j'aurais aimé en savoir un peu plus. Est-ce qu'on sait un peu plus sur quel type de flotte ils s'orienteraient, si ça serait des vols à l'international ou majoritairement domestiques? Quelle est leur vision en fait? Parce qu'on parle beaucoup de Riyad Air, mais c'est vrai que le Neom, on entend le nom, mais pas spécialement Ouais. d'informations à ce sujet. Alors effectivement, merci Mathilde pour votre question. Alors effectivement, on a beaucoup entendu parler de Riyad Air qui a du coup un petit peu éclipsé, Neom. On avait eu la chance de recevoir le CEO de Neom, Airline, il y a 1 an sur notre séquence, qui nous avait parlé à l'époque de fin 2024. Aujourd'hui, concrètement, je pense que ça aura un peu de retard, et que ça sera annoncé plutôt pour 2025. Par contre, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Neom a vocation à terme à devenir une région autonome administrative, et donc en fait, un petit peu comme, à l'image de Dubaï ou à l'image de Abu Dhabi, et bah, d'être un point de jonction avec le monde entier. Donc concrètement, les vols, de Neom seront surtout des vols internationaux. D'ailleurs, l'aéroport international de Neom qui est en cours de construction a justement, vocation justement à desservir, les plus grandes capitales au monde. D'accord, OK. Donc en tout cas, ils n'ont pas du tout parlé de type de flotte pour Non, l'instant? non, pas encore. D'accord. D'accord et Riyad Air, donc i on s enfin, c'était p initialement, il parlait de 2024, maintenant c'est 2025, ce planning est toujours maintenu ou Alors il semble que le planning soit toujours maintenu. Ils étaient notamment au Bourget, l'été dernier. Mmh, Et effectivement, ils avaient fait des belles démonstrations. Donc concrètement, je pense qu'on reste sur 2025. Ils étaient avec nous là sur la séquence MRO qu'on a organisée en mars et c'est un peu le message, qu'ils disaient. Et ce qui est intéressant et ce qu'on devra aussi suivre, ça c'est surtout les prochaines commandes. Parce qu'il y aura des prochaines commandes et la question, ça sera de savoir s'ils continuent sur Boeing ou si, ils choisissent une flotte, mixte. d'accord, OK, très bien et je suis désolée, j'ai une dernière question, j'essaie de Avec faire plaisir. rapidement. Au niveau, j'ai eu l'occasion d'aller, en Arabie Saoudite il y a 2 mois, donc j'étais à Riyad et Jeddah. Et Riyad est effectivement très, très développé. Jeddah, j'ai trouvé un peu moins. Est-ce que, l'aéroport, de Jeddah va vraiment bien se développer, comme c'est le cas à Riyad? Bah, l'avantage de Jeddah, c'est qu'ils ont les lieux saints à 2 pas. Donc en fait, Oui. Jeddah capitalise énormément sur le tourisme religieux, et ça représente plusieurs millions, de personnes, enfin chaque mois, chaque année, parce que concrètement, enfin, c'est des gens qui viennent d'Asie, des gens qui viennent d'Afrique et donc ça, je veux dire, Jeddah est le hub, du tourisme religieux, en Arabie Saoudite. Ça ne fait aucun doute. Après effectivement, je suis d'accord avec vous, la ville et l'aéroport en tant que tel sont un peu plus vieillissants, quoique l'aéroport a été rénové il y a pas longtemps. Heu, sur Jeddah, là où c'est intéressant, c'est sur le secteur MRO, où là concrètement Saoudia Technique avec Mmh. cette plateforme MRO, ce village, MRO est vraiment en train de s'affirmer comme
l'acteur incontournable du royaume. On a d'autres acteurs qui sont présents, j'en parlais, la SAMI, on a également, THC, mais en fait, concrètement, aujourd'hui, c'est Saoudia Technique qui a le lead de par, bah, son ancienneté, ils ont de l'expérience et aujourd'hui, ils contractent avec les grands groupes, quoi. D'accord. OK, super. Bah, merci beaucoup. Au plaisir, Mathilde. Merci. Merci pour vos questions, Mathilde. On va continuer avec Donato. Allez-y, je vous en prie. Karen, ce que je vais faire, c'est juste ajouter quelques précisions et quelques infos par rapport à ce que Mohand ou Alexandre ont dit, afin de laisser plus d'espace pour les questions. Parce que je pense que ça, c'est vraiment très important de pouvoir donner des réponses aux questions que les participants Bien peuvent sûr. avoir. OK, comme vous voulez. Donc, tout d'abord, aux Émirats, il faut être quand même conscient que le secteur du spatial, comme un peu partout dans le monde, est un secteur de niche par rapport au secteur de l'aéronautique. Il n'y a pas de chiffres publics officiels disponibles, mais les estimations parlent d'une 200 fois plus petit le secteur spatial que le secteur de l'aéronautique. Donc, quelque chose qui pourrait être de l'ordre de 100 millions d'euros, un peu plus ou un peu moins selon les années. Donc, première chose. Deuxième chose, pour les Émirats, il y a plusieurs acteurs qui sont développés sur les deux dernières décennies. Et le secteur s'est structure peu à peu avec des organisations régulières, mais il y a quand même, malgré tout, une forte distinction entre ce qui est Dubaï et ce qui est Abu Dhabi. Donc, il y a une vraie compétence en termes de capacité de développement qui était de développement de systèmes spatiaux à Dubaï, alors que cette compétence n'existe pas encore à Abu Dhabi. Et Abu Dhabi veut combler le gap avec Dubaï. En parallèle, il y a une forte volonté de créer une industrie spatiale locale. Et donc, comment le faire en attirant autant que possible des entreprises, des startups notamment, étrangères qui voudraient bien s'installer localement. En effet, si vous trouvez à discuter d'une fourniture importante dans le secteur spatial aux Émirats, la demande vous arrivera à un moment de créer une filiale locale afin de produire aux EAE. Le Made in the UAE ou Made in the Emirates est un brand qu'ils ont développé puisqu'ils ont des objectifs de contribuer avec de la production industrielle à la diversification de l'économie. Ce n'est pas seulement une question de développement des compétences, diversification des activités pour diversifier par rapport au tourisme, à la finance ou au pétrole, mais c'est aussi pour avoir des activités localement qui ne sont pas volatiles comme peuvent être le tourisme ou le real estate, ou dans l'immobilier ou la finance. En gardant à l'esprit que la région est quand même une région instable. Donc, dès qu'il y a un problème de sécurité, le tourisme disparaît, l'immobilier, la valeur de l'immobilier tombe et la finance peut sereinement prendre ses serveurs sous le bras et partir à Singapour ou ailleurs. Donc, l'idée, c'est développer une capacité de production, une capacité industrielle localement. Et le spatial doit contribuer. Donc, ça, c'est une question que si vous allez travailler avec les locaux d'une façon importante, ce n'est pas la fourniture d'une antenne qui portera les locaux à vous demander de vous installer dans le pays. Mais si vous commencez à parler de production en plusieurs nanosats, la question sera mise sur la table. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, par rapport à d'autres secteurs des Émirats, vos interlocuteurs, si vous travaillez dans le secteur spatial, seront pour l'essentiel des Émiriens. C'est un secteur qui est vraiment très émiratisé. Les interlocuteurs, pour la plupart, sont émiriens et à Dubaï, au Mohammed bin Rashid Space Center, officiellement, c'est 100% sur les 250 personnes qui travaillent dans le centre sont des Émiriens. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais presque. Dans les autres lieux, à Abu Dhabi, c'est légèrement différent. Il y a beaucoup plus d'expatriés, mais les décideurs restent et les personnes clés restent émiriens.
Ce qui est important aussi de savoir, c'est que oui, c'est une fédération, mais c'est une fédération, le système fédéral est très, disons, très souple, si ce n'est pas pour dire faible. Il y a un programme spatial fédéral, mais qui en réalité n'est pas envisageable comme un programme comme on peut l'imaginer en France. Ici, chaque émirat a une très forte autonomie par rapport aux autres. Et notamment entre Dubaï et Abu Dhabi, les relations ne sont pas toujours les meilleures. Aujourd'hui, il y a une organisation en cours avec des changements de responsables. Les choses pourraient améliorer, mais traditionnellement, les relations entre Abu Dhabi et Dubaï sont plutôt de compétition que de collaboration. Donc, conseil, si vous parlez si vous venez dans le pays et vous rencontrez l'agence spatiale émirienne, le centre spatial d'Al Ain et le centre spatial de Dubaï, le fait de mentionner les autres n'est pas forcément la meilleure des choses en termes de relations, puisqu'on pourrait vous poser les questions, savoir ce que vous faites avec les autres, et comme entre eux, ils ne se parlent pas forcément, ce n'est pas forcément le meilleur des réflexes, celui de vanter d'excellentes relations avec tous les autres. C'est très bien de montrer qu'on connaît tout le monde, mais il faut quand même ne pas oublier que les relations entre les différents émirats ne sont pas toujours au beau fixe. Qu'est-ce que j'avais noté à vous dire sur le... bon, bien évidemment, la discrétion. Est-ce que, je pense que c'est Philippe qui avait dit tout à l'heure, la prise de décision est complètement imprévisible si on ne connaît pas si on ne connaît pas toute la chaîne décisionnelle. Une décision peut attendre, il peut y avoir un très grand intérêt, un vrai enthousiasme pour votre proposition et ne pas y avoir de décision pendant 6 mois. Silence absolu. Et après, à la dernière minute, on vous demandera une dernière offre, puisque le lendemain, il voit le cheikh ou le ministre qui prendra la décision. Donc, parfois, c'est vraiment à les limites du rationnel pour ce qui est mon expérience. Donc, en termes d'opportunités, on en a déjà parlé. Il y a plein de programmes qui sont en cours et surtout, il y a très peu qui est fait ici. C'est-à-dire que les très gros programmes, mis à part les satellites d'observation de la Terre comme MBZ-SAT, qui est développé par le Centre spatial de Dubaï, les très gros programmes sont tous faits à l'étranger. La mission vers les astéroïdes est faite au Colorado. La mission martienne a été faite au Colorado. Aujourd'hui, il y a un appel d'offres pour chercher, l'appel d'offres n'est pas encore sorti, mais le MBRSC cherche l'industriel qui pourrait faire le prime, donc le maître d'œuvre, pour le SAS de décompression pour le Lunar Gateway. Le satellite 813 est développé dans le centre spatial d'Abu Dhabi, mais par une société chinoise, etc., etc. C'est-à-dire que tout programme émirien offre des opportunités pour des industriels étrangers. En termes d'avantages pour nous, c'est que nous n'avons pas, si nous produisons nous-mêmes nos composants, nous n'avons pas de problème en termes d'ITAR, de réglementation ITAR, comme les Américains ont. Ce qui ennuie fortement, le règlement ITAR ennuie fortement les locaux, puisque c'est un règlement qui est extraterritorial, donc très invasif. À partir du moment où vous utilisez des composants américains qui sont soumis au règlement ITAR, les Américains peuvent venir, les autorités américaines peuvent venir frapper à votre porte et vérifier que vous avez respecté les conditions d'utilisation de ce composant, ce que les Américains détestent. Justement, compréhensible. Dernier point pour les Émirats, le rôle des femmes. Ici, c'est un pays où vous pouvez trouver de la femme couverte de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'à la fille qui va en maillot de bain au mall, ce qui n'est pas bien vu. Donc, même dans ce cas-là, il est préférable de ne pas le faire. C'est un pays où on peut vivre d'une absolue, disons, en suivant des règles très européennes, en faisant attention, bien évidemment, en suivant les conseils donnés par Philippe concernant les rencontres officielles,
Mais ce qu'on remarque surtout, c'est le rôle des femmes. Le pays est reste un pays patriarcal, mais où les femmes deviennent ministres, deviennent CEO, deviennent DG et qui se font respecter et qui peuvent avoir vraiment du pouvoir. La situation change légèrement en Arabie Saoudite, puisque, comme l'a dit Alexandre, on part de beaucoup plus loin. L'Arabie Saoudite a fait du spatial depuis plus longtemps que les Émirats, mais il n'y a jamais eu de consolidation. C'est-à-dire qu'il y a eu un centre, la CAX, et d'autre part, il y a une société de télécom qui est en réalité une organisation internationale qui est Arabsat, mais qui n'ont jamais en réalité produit l'effet espéré au début, qui était de développer un écosystème spatial. Aujourd'hui, ces deux entités existent, même il y a un troisième avec une société qui s'appelle Tacnia qui devrait faire du spatial, mais concrètement, rien n'est structuré. D'une part, Arabsat vis-à-vis, d'autre part, la CAX, qui avait 200 personnes à peu près, qui avaient des compétences, qui avaient développé des compétences pour des petits satellites. Une partie sont partis à l'agence spatiale et l'écosystème spatial saoudien est en train de se construire, de se recomposer. Donc là aussi, plein d'opportunités, mais beaucoup de patience à avoir, puisque la stratégie dont parlait Alexandre, donc la stratégie spatiale, qui n'est pas une stratégie au sens propre tel que nous l'imaginons, ce n'est pas une vision. La stratégie pour eux, c'est un programme avec projet et en face le budget alloué. Elle est en discussion depuis 2019. Donc, tous les 3 mois, ils nous disent « Ah oui, elle va être approuvée dans 3 semaines ». Ça, je l'entends depuis fin 2019. Donc, il faut beaucoup de patience. Et bien évidemment, comme pour les Émirats ou en Arabie Saoudite, les relations sont nécessaires pour avoir un peu la perception de ce qui se passe dans le pays, puisque la communication n'est pas, l'information n'est pas libre. L'information est filtrée. Officiellement, aux Émirats, la censure a été supprimée, mais dans les faits, tout le monde s'autocensure, comme en Arabie Saoudite. Et parfois, en Arabie Saoudite, on se demande même si il n'y a pas cette tendance à se convaincre soi-même du fait que les décisions sont toujours les meilleures du monde, puisqu'elles sont prises par le chef. Voilà, je voulais juste donner quelques éléments et à disposition pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions avant que l'on termine ce webinaire? On avait un autre point après sur le salon sur lequel Business France mène une action sur le programme de ce French Space Tour. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants ou est-ce qu'on peut passer à ce bref point-là? C'est possible de traiter le sujet en 1 minute? Oui, bien sûr, Karen. Très rapidement, j'ai un rendez-vous à Abu Dhabi aussi, je dois m'y rendre. Mais donc le French Space Tour, pour rester sur le spatial, nous ici à Business France Dubaï et en Arabie Saoudite, on organise cette mission où on va vraiment aller à la rencontre de tous les acteurs du spatial sur 4 jours, donc 2 jours à Dubaï, 2 jours en Arabie Saoudite. Je laisserai Alexandre parler un peu de la partie Arabie Saoudite également. Donc un premier jour à Dubaï qui va être un jour assez important puisqu'on va venir regrouper tous ces acteurs, le MBRSC, la Space Agency, Yassat, Bayanat, EGA, tous les acteurs industriels également qui ont des activités dans le spatial, leur donner l'occasion de se présenter lors d'une session plénière le matin, donner la parole également aux entreprises françaises de la délégation qui sont déjà au nombre d'une quinzaine, de se présenter, de piquer leurs solutions à ces acteurs locaux. Une zone d'exposition à l'arrière où vous pourrez bien sûr venir avec vos supports commerciaux, avant de passer à la partie la plus importante, en tout cas de cette journée à Dubaï, qui est la partie de rendez-vous B2B, qui va être une partie qui va être le cœur de la mission, une partie sur laquelle vous aurez l'occasion, en travaillant à vos côtés, de réaliser un programme de rendez-vous détaillé avec tous les acteurs qu'on aura mobilisés et tous les acteurs avec lesquels vous travaillez déjà ou bien auprès desquels vous nous avez fait remonter des intérêts, d'échanger avec eux, des rendez-vous d'une dizaine à une quinzaine de minutes en tête-à-tête avec ces acteurs. Des sessions de networking avec le déjeuner de networking, le cocktail, lors desquels vous aurez l'occasion d'échanger de manière un peu plus informelle avec ces acteurs.
et des visites. Sur la première journée, c'est le laboratoire du MBRC où vous aurez l'occasion de voir justement le développement du satellite MBZsat avec les équipes techniques du MBRC qui seront là. Et la seconde journée à Abu Dhabi avec la visite de la nouvelle joint venture entre Yasat et Bayanat Space 42. Toujours des séquences de networking et de 14h30 à 16h30, la visite du Space Research and Innovation Lab de Khalifa University qui collabore étroitement avec la Space Agency à Abu Dhabi avant de vous amener à l'aéroport pour la suite du voyage en Arabie Saoudite. Et je te laisse la parole, Alexandre. Merci Mohand. Donc effectivement, donc deuxième séquence du coup en Arabie Saoudite à Riyad. L'idée sur ces 2 jours, c'est vraiment que vous puissiez rencontrer l'ensemble de l'écosystème saoudien spatial. Donato le disait, on est sur une structure qui est en train de se redévelopper, de se reconstruire. Et donc en fait, pour justement vous donner un petit peu toutes les clés, le premier jour sera consacré à une séquence colloque, symposium, où l'idée sera d'inviter justement tous nos partenaires saoudiens du secteur du spatial qui vont pouvoir aussi vous présenter leur expertise, vous présenter leur vision, leur stratégie et comment les boîtes françaises peuvent aussi se positionner. Et donc l'objectif vraiment, c'est de faire de la pédagogie, que vous puissiez vraiment comprendre dans son ensemble justement ce qu'est cette vision 2030 sur le secteur du spatial. Cette première journée sera suivie l'après-midi d'une séquence B2B, où l'objectif bien sûr sera pour vous de mobiliser un maximum d'acteurs et de capitaliser justement sur ces personnes qui seront présentes pour justement lever de la carte de visite, rencontrer des personnes, échanger, présenter un petit peu votre expertise. Et le deuxième jour sera consacré du coup à des séquences workshop. Donc une première séquence visite workshop avec la Saudi Space Agency, où là les boîtes françaises auront bien sûr l'occasion de se présenter, de présenter leur expertise et d'avoir bien sûr des échanges construits avec la Saudi Space Agency. Deuxième séquence après-midi, on reste sur le même tempo avec une séquence workshop avec la CST qui, je le disais, lance ce programme d'accélérateur dans le spatial. Et donc là, même musique. L'idée, c'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir donner aux boîtes françaises l'opportunité justement de se présenter, de présenter leur expertise, leur technologie et de pouvoir après avoir vraiment des échanges construits avec les équipes techniques de la CST. Donc voilà rapidement le programme sur l'Arabie Saoudite. Nous, on est vraiment à votre disposition avec Mohand pour répondre à vos questions. Et ce sera avec un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous tous. Et ce que je vous propose, Alexandre et Mohand, c'est vous pouvez m'envoyer le lien vers la plateforme Business France, le lien d'inscription que je vais intégrer à la présentation. Comme ça, les gens pourront vous recontacter directement et auront tous les détails. Bien sûr, Karen, bien sûr. On a beaucoup dépassé le timing, je suis désolée, mais il était prioritaire pour nous de répondre à vos questions. Donc désolée d'avoir dépassé le timing prévu, mais encore une fois, je pense que c'était pour la bonne cause et que cette rallonge a été utile à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre participation en nombre à ce webinaire de ce matin. Merci beaucoup Mohand et Alexandre pour votre contribution, votre concours au succès de ce webinaire. Merci Donato, merci Philippe. Je vais me permettre de transmettre vos coordonnées à tous les 4 pour les entreprises qui auraient besoin d'informations complémentaires. Et puis là, je m'adresse aux entreprises. N'oubliez pas que vos chargés d'affaires BCI, Brice Turban pour la partie aéro-industrie et Nicolas Plantis pour la partie plutôt numérique de ces 2 filières sont à votre entière disposition pour répondre à vos questions ou organiser post-webinaire une visio avec nos intervenants. Merci aussi Sandrine de Bretagne Aerospace. À très bientôt à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de regarder l'agenda de BCI pour les prochains webinaires qui pourraient vous intéresser et l'inscription à l'Open de l'International le 1er juillet prochain. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir. À très bientôt. Merci Karen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.